Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Anna, alias Elong avec Anna. Nous allons parler d'elle, de son processus créatif, mais aussi de tricot et d'Islande, bien entendu. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Elong avec Anna. Bon, eh bien, bienvenue du coup Anna au Café Tricot. Merci de m'accueillir. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter un petit peu aux triconautes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je m'appelle Anna Dervoet, j'ai 33 ans, je suis française, mais j'habite en Angleterre depuis 3 ans à peu près. Donc voilà, et je suis tricoteuse et créatrice de patrons de tricot. Ok. Bon, ça me semble une bonne présentation déjà pour commencer. Il y a déjà, avant de démarrer, déjà, comment as-tu commencé le tricot? Comment ça t'est venu? Alors en fait, le tricot est venu, dans ma vie à plusieurs reprises, mais c'est que récemment, il y a quelques années, que vraiment j'ai accroché avec ce loisir créatif. J'ai dû apprendre à tricoter avec ma maman quand j'avais peut-être une dizaine d'années. Je me souviens avoir fait une écharpe jaune, avec plein de trous, mais j'avais pas du tout accroché. Ensuite, rien pendant très longtemps. Je me souviens qu'en 2011-2012, avant d'aller vivre avec mon conjoint au Canada, je lui avais fait une écharpe. Je crois qu'on était en Angleterre et qu'on était passé devant une boutique de laine. Et je m'étais dit, oh tiens, je pourrais m'acheter de la laine pour te faire une écharpe. Donc c'est ce que j'avais fait, une écharpe genre au point mousse ou quelque chose comme ça, que j'avais terminée, mais j'étais pas très. En plus, c'était de la laine très 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 rustique que j'avais achetée, et donc c'était pas très agréable pour lui de porter l'écharpe. Et non, j'ai arrêté. Voilà, j'ai fait son écharpe et puis c'était tout. Et puis c'est finalement en 2015. Été 2015, printemps 2015 en fait, que j'ai vraiment commencé le tricot, parce que à l'époque je faisais énormément de couture. On en parlera sûrement si tu me demandes mes autres loisirs créatifs ou choses comme ça. À l'époque je faisais beaucoup de couture de façon très j'en faisais, je sais plus, mais peut-être je faisais peut-être 2 vêtements par semaine. Enfin, Mm. je cousais énormément. Une bonne Et production. voilà, très bonne production, j'étais très addict. Et en fait, je vivais donc à Montréal à ce moment-là, et j'avais ouvert un blog en 2013, et fin 2013. Et en fait, j'ai commencé à faire comme des petits cafés avec les autres jeunes femmes de Montréal qui faisaient aussi de la couture. Mhm. Et on s'est rencontrés via nos blogs ou via Instagram, et on a fait comme ça plusieurs fois des rencontres. Et en fait, elles tricotaient quasiment toutes. Et moi, je ne tricotais pas du tout. Et j'étais même pas vraiment intéressée en fait à tricoter. Et puis, comment ça s'est passé, c'est qu'on se retrouvait dans une boutique à Montréal qui s'appelle la Maison Tricotée, qui est un Mm. café boutique en fait. Donc, on peut y aller acheter de la laine, mais on peut juste s'installer, tricoter, boire un thé, etc. Et en fait, moi, j'allais avec elle, mais je tricotais pas. Mais je les regardais tricoter et je me disais, mais en fait, c'est hyper beau ce que vous faites. C'est vraiment, je sais pas. Moi, je voyais le tricot comme quelque chose d'un peu, je dirais pas ringard, hein, mais Méméisant. oui, complètement. Et en fait, je voyais vraiment les choses qu'elle faisait dans de la dentelle, etc. Et ça m'intriguait. Et en fait, le gros souci que j'avais, c'est que je ne savais pas lire de patron. Je connaissais la Mm. maille endroit, la maille envers, mais alors un patron, je regardais les patrons, j'étais perdue. Donc en fait, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'aider, et voilà. Et c'est grâce à elle que j'ai appris. Et le déclencheur, ça a été aussi qu'en 2015, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et en fait, du coup, j'ai eu envie voilà, de lui créer des petits pulls, des petits gilets, etc. Et donc, ce sont mes amis de Montréal qui m'ont guidée en fait dans cet apprentissage. Et ça a été le début d'une addiction énorme et d'une passion qui s'est révélée à moi. Donc voilà. Mais pourtant, j'avais essayé plusieurs fois avant, mais j'avais jamais C'est... accroché jusqu'à cette fois-ci, où j'ai appris en fait tout de suite le tricot circulaire, Mm. le tricot un peu ravellerie, avec des patrons assez modernes, en rond, etc. Alors qu'avant, j'étais en aiguille droite, etc. Ce qui n'a aucun,
Je veux dire, c'est très bien aussi de tricoter en aiguille droite. Il n'y a pas vraiment de meilleur tricot, mais moi, j'accrochais pas du tout avec les coutures, j'y arrivais pas. Donc là, ce tricot moderne, en fait, c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher à ce loisir créatif. En fait, c'est vraiment la découverte du coup du tricot en rond. En Oui, fait, si je ah vais oui. plus rapidement, c'est vraiment ça qui t'a fait accrocher le tricot. Voilà, exactement, qui m'a vraiment fait accrocher de voir, déjà, je trouvais ça beaucoup plus pratique les aiguilles circulaires, en fait, c'était moins gênant au niveau des bras, Mmh. parce qu'on peut être assis dans le canapé, si on tricote dans son lit, par exemple, ou même dans les transports, on n'a pas les longues aiguilles qui viennent nous embêter. Ça, Mmh. je trouvais ça très pratique et puis aussi le fait voilà, de jamais avoir de couture, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi et puis de voir un peu la construction, par exemple, d'un pull. Je trouve qu'en aiguille droite, voilà, on va avoir toutes les pièces et il va falloir les coudre après, donc on va pas forcément se rendre compte avant la fin du tombé, etc. Alors que là, avec le circulaire, on voit vraiment le pull se construire. Je trouve que visuellement, moi, ça m'intéressait plus. Et puis en plus, on peut essayer en cours et ça, c'est pas rien. On n'est pas obligé de finir son projet pour se dire mince, finalement, ça va pas. On peut s'en Mmh. rendre compte avant et je trouve que ça, c'est un avantage et je pense que c'est des raisons pour lesquelles j'ai accroché cette fois-ci. C'est vrai, il y a des avantages, des inconvénients à chacune des 2 techniques, je Exactement, trouve. ouais, exactement. Par exemple, personnellement, je trouve que, la création de patrons en aiguille droite, offre plus de comment dire? De possibilités à l'imagination. Je trouve qu'on est un peu plus libre, Exactement, ouais, sur ça, par je suis tout à fait exemple, d'accord. on peut faire plus des plis et cetera qui sont plus difficiles à réaliser par contre en rond. En rond et Heu puis, aussi si on fait par exemple, moi j'aime beaucoup par exemple les gros pulls irlandais, à mmh, torsade et cetera, en laine bien bien épaisse, épaisse. aiguille 5, 6 et cetera. Ça en rond c'est difficile, parce qu'il faut que le vêtement il ait une structure. Mmh. Donc, voilà, donc tout n'est pas possible en rond, mais en tout cas moi qui aime tricoter, des épaisseurs type, DK, sport, donc, entre 22-24 mailles. Le rond, c'est ce qui convient assez bien et comme j'aime les choses assez simples en fait, le rond me convient bien pour ça. Mais c'est sûr qu'en fonction de nos idées, des envies et des points aussi, des points de Mmh. torsade, choses comme ça, le tricot en aiguille droite a beaucoup d'avantages, hein. Mmh. Ça, Mais c'est évident. on aura l'occasion d'en parler, Les mais deux se oui, complètent. mais je Oui, trouve que les 2 se complètent extrêmement ouais, bien, en effet. je suis Et tout à fait d'accord. donc du coup, en fait, voilà, tu as commencé à tricoter vraiment, voilà, par rapport à ce déclenchement, à ce déclic par rapport au tricot en rond. Oui. J'y reviendrai plus tard, mais du coup, tu m'as dit que tu étais créatrice, et il y a un élément que tu as pas dit, je trouve, qui est assez Ah, étonnant, du coup, c'est tu es aussi auteure, du coup, oui, du fameux livre, du coup, Tricoter en rond, et je trouve ça encore plus marrant, du coup, parce que oui, tu c'est as eu ce vrai. déclic avec Tricoter en rond et tu Voilà. voilà, tu forcément écrit le livre qui va avec. Voilà, oui, oui, non, c'est vrai que je pense pas encore, je j'arrive pas du tout à me décrire comme auteur encore, c'est peut-être, dans quelques mois ou quoi, mais c'est vrai que le livre est assez récent, il est sorti en septembre, donc bon, il a 6 mois quoi environ et c'est vrai que j'arrive pas encore à me décrire comme auteur, mais déjà me décrire comme, créatrice de patrons de tricot, ça m'a mis très longtemps. Mmh. C'est que assez récemment que je me décris, dans cette activité qui est pourtant une activité à temps plein que je fais depuis un petit moment maintenant, mais j'ai mis beaucoup de temps à me décrire comme ça en fait. Mmh. Voilà, je pense que en tant que créateur, on entend beaucoup la question de la légitimité, etc. Et le syndrome de l'imposteur, enfin voilà, tous ces grands thèmes. Mmh. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à me décrire comme ça. Et auteur, j'y suis pas encore. Mais effectivement, j'ai aussi écrit un livre récemment. Et c'est vrai, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur qui arrive à tous les je mets même les entrepreneurs dedans parce que dans Oui, les entrepreneurs, je mets aussi les créatrices de laine, les oui, ouais. créatrices de patrons, créateurs de patrons, et cetera, qui ont toutes et tous plus ou moins ce petit souci du syndrome de l'imposteur. Mais on va en parler. Oui, oui, ça fait plein de sujets, ça va être Oui. intéressant. Donc, moi, ce que je voulais déjà ensuite te demander, c'est forcément, du coup, tu m'as un petit peu répondu, mais est-ce que tu as d'autres activités que dans la laine, que le tricot?
Alors, je dirais que le plus gros, c'est vraiment le tricot. Depuis Mmh. que j'ai commencé à tricoter, ça a pris une place dans ma vie, assez incroyable, en plus de devenir une activité, à temps plein, au niveau du travail. Mmh. C'est devenu une passion, je j'aurais jamais pensé, en fait, que ça deviendrait une passion comme ça, mais ça s'est fait assez naturellement. Et du coup, moi, ma plus grosse passion avant le tricot, c'était la couture. Mmh. C'est avec la couture que mon blog a été, connu donc je l'ai lancé fin 2013, Mmh. et l'année 2014-2015 ont été des années très, très chargées niveau couture. Je postais énormément, je faisais beaucoup de choses, mais toujours j'essayais toujours réfléchir dans ce que je voulais porter. Le but, c'était pas juste de coudre et de mettre sur le blog, c'était vraiment de trouver, en fait, la couture m'a permis de trouver mon style. À l'époque, je Mmh. portais énormément de robes et en fait, je les faisais toutes moi-même, toutes sur mesure et en fait, je pense que c'est avec ça que j'ai été entre guillemets un peu, connue via mon blog. C'était, avec toutes ces robes que je cousais régulièrement, et voilà, je rêvais couture, je pensais couture tout le temps. Dès que je voyais un vêtement dans un magasin, je me disais: «Quel patron je pourrais utiliser pour le faire, etc.» Et puis, en fait, mon changement de vie, c'est-à-dire découvrir le tricot, tomber enceinte, avoir un bébé, ça m'a complètement mis la couture de côté. Alors, il y en a qui arrivent très bien à gérer les deux, mais moi, je trouvais que le tricot avait beaucoup plus d'avantages, en fait. Alors oui, c'est beaucoup plus long. On n'est pas capable de faire une robe, parce que moi, je commençais une robe le samedi matin. Le samedi soir, je sortais avec nos amis avec ma nouvelle robe, quoi. C'était un peu Ouais. C'est le vrai, c'est truc. l'avantage de la couture. Voilà, le tricot forcément c'est pas possible, mais grâce au tricot en fait j'ai trouvé une activité où, je pouvais, mettre de côté mes aiguilles à n'importe quel moment pour m'occuper de mon bébé, et puis aussi je pouvais, si on partait en vacances, en week-end ou quoi que ce soit, je pouvais le transporter avec moi. Alors que la Chose qui est couture plus forcément difficile avec la c'est machine. voilà, c'est pas possible. Donc j'ai continué à coudre quand même, beaucoup, et là, je dirais que ça fait peut-être 1 an et demi que je coupe plus du tout. Il faudrait que je m'y remette. Je culpabilise un petit peu, même si au final, je me dis que c'est les loisirs créatifs, c'est par cycle et ça reviendra quand ça voudra revenir. Mais le fait de m'être, mise dans le livre avec le travail et cetera, j'ai vraiment été, tricot, tricot, tricot. Donc la couture qui était à la base mon loisir créatif, n'est plus trop d'actualité pour le moment. Mais voilà, je me dis: «Ça reviendra quand ça voudra revenir». Après, moi, j'aime beaucoup la photographie, donc c'est quelque chose que j'essaye de faire, pas du tout à un niveau, professionnel, hein, c'est vraiment, purement amateur, mais j'aime beaucoup passer du temps à prendre des photos, retoucher mes photos, regarder, des tutoriels sur, comment s'améliorer en photo et cetera. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et comme on essaye de voyager, «dès qu'on peut» entre guillemets, pas forcément, voyager loin en prenant l'avion, mais même en découvrant l'Angleterre, et cetera. Mmh. Ça, c'est un loisir que j'aime bien faire. La photographie, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma vie de tous les jours quand j'en ai l'occasion. Et puis là, avec le confinement, je voudrais me lancer dans l'aquarelle. Donc Ah! voilà, donc ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, et là, je me suis dit que ça serait le moment. Bon, finalement, j'ai toujours pas eu le temps de vraiment m'y mettre. Je voyais ça un petit peu, je pensais que j'aurais plus de temps, je m'étais dit, en fait, quand ma fille va faire de la peinture, moi, je vais faire de l'aquarelle à côté, mais en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Il faut Donc surveiller plutôt qu'elle fasse pas de la peinture sur les murs. c'est ça, exactement. Donc j'ai pas vraiment le temps d'étudier un petit peu mon livre d'aquarelle, mais voilà, j'ai acheté le matériel, et j'ai commencé à lire ça, et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, un petit peu plus, mais voilà, sans pression, mais le tricot reste vraiment, même si c'est aussi quelque chose de professionnel, ça reste vraiment très, très important dans mon quotidien, au niveau personnel, en fait. Mmh, ouais, je comprends. C'est, Voilà. juste, je fais une mini parenthèse sur Oui, l'aquarelle. Moi, j'ai oui, une, comment dire? J'ai un souvenir d'aquarelle vraiment, c'est purement, enfantin. C'est, ouais, Béatrix Potter, je pense que ça doit te parler. oui, bien sûr, oui, Et évidemment. moi, c'est vraiment comment dire? Quand je dessine encore aujourd'hui, notamment du coup pour la collection Islande, des différents dessins que j'ai faits, Oui, sont clairement inspirés du monde de Béatrix Potter. Donc bien sûr, j'ai fait évoluer parce que voilà, c'est pas non plus, purement du Béatrix Potter, mais pour moi, il y a une forte inspiration de Béatrix Potter. Donc mmh. du coup, tu parlais aquarelle. Moi, la première image que je vois, c'est, les dessins de Béatrix Potter parce que ça Oui. a clairement bercé mon enfance.
Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup le dessin quand j'étais enfant et j'étais pas si mauvaise que ça. Je dirais pas que j'étais bonne non plus, mais j'étais vraiment pas si mauvaise que ça, en fait, quand je vois les dessins que je faisais quand j'avais 10-12 ans. Et puis, j'ai complètement arrêté. Mmh. Et ma maman m'a toujours dit: «C'est dommage, tu sais, le dessin, ça s'entraîne aussi, c'est pas, juste». Moi, je disais toujours: «Oh, j'ai pas le don» et cetera. Elle me disait: «Mais non, tu sais, ça s'entraîne aussi». Et en fait, du coup, je me suis dit: «Allez, j'ai envie de refaire quelque chose, dans le dessin» entre guillemets, dans le nom très général du dessin. Et l'aquarelle, ça me paraît être quelque chose d'assez accessible, en fait, même si à la base, on n'est pas forcément très bon. Mmh. Voilà, avec les bons tutoriels, etc., je pense qu'on est capable de faire des choses pas trop mal. Donc, je me suis dit que ça allait peut-être me motiver et j'aime beaucoup le rendu dans tous les cas. Mmh. Donc voilà, on va voir si ça fonctionne. Bah, en tout cas, je t'encourage à tester. Merci. Qu'est-ce que oui, je voulais aussi donc voilà, tu m'as do je t'ai demandé les différentes activités que tu faisais, mais voilà, tu ne fais pas que ça. Tu es donc créatrice de patron, tu es aussi podcasteuse un petit peu, Oui, quand j'ai le donc temps. auteure et maman. Oui, On aussi. peut dire que tu es très occupée. Comment tu fais pour tout gérer du coup, au quotidien? C'est assez compliqué. J'essaye de gérer comme je peux. J'ai un conjoint qui travaille beaucoup, Mmh. qui travaille environ 50 heures semaine. Donc, c'est un peu moi qui gère certaines routines au quotidien. Il travaille 50 heures semaine, mais il commence très tôt le matin. Donc, j'ai la Mmh. chance qu'il soit à la maison vers 16 heures. Donc ça c'est pas mal. Je dirais que j'ai vraiment du temps, pour, travailler depuis que ma fille est passée à la preschool, donc elle a 4 ans, donc elle est pas encore à l'école en Angleterre, mais elle est à la base à la preschool. Et comme j'ai un travail à temps plein, Mmh. j'ai le droit d'avoir 30 heures de garderie par semaine, D'accord. de preschool. Et en fait, depuis ça, donc ça fait à peu près 1 an et demi, je dirais qu'elle est à la preschool là à 30 heures semaine. Bah voilà, je l'emmène le matin à 9 heures et je retourne la chercher à 15h45. Et du coup, tout ce temps-là, en fait, je travaille. Donc ça, c'est avant confinement, bien évidemment. Oui. Tout ce temps-là, je le travaille. Et puis après, il arrive souvent aussi que le soir, je travaille un petit peu, ou le week-end, quand mon conjoint peut, par exemple, aller la promener. Si moi, j'ai du travail à faire, bah, je le fais à ce moment-là. Mais j'ai une certaine routine et puis en même temps, je dois un peu travailler tout le temps. C'est-à-dire que depuis que je me suis lancée là-dedans, je n'ai pas vraiment de vacances entre guillemets. J'ai eu peu de vacances où j'ai jamais ouvert mon ordinateur parce que j'ai toujours des tests en cours ou des choses comme ça, mais vraiment où je ferme l'ordinateur et pendant une semaine je ne l'ouvre pas, ça m'est pas arrivé depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. Mmh. Mais c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire que j'aime tellement ça en fait, que c'est difficile de lâcher prise et de dire ok, je fais un break. Donc voilà, c'est essayer de jongler sur être présent, travailler, mais en même temps savoir se donner des breaks aussi quand c'est nécessaire, parce que Mmh. sinon on fait que travailler tout le temps, puis c'est pas possible. Mais le travail passion, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer, je trouve. Mais après, c'est vrai que par exemple, quand j'ai écrit le livre, toutes les relectures, bah, c'était 12 heures de relecture à chaque fois. Donc, voilà, je faisais ça quand ma fille était à la garderie et puis à nouveau le soir. Mon conjoint se couche assez tôt vu qu'il commence très tôt le matin. Donc, j'ai souvent mes soirées où je vais pouvoir travailler Un également. petit peu, Voilà, exactement. mmh. Oui, mais c'est vrai, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Il y a vraiment ce côté, en fait, heu, pas de vacances d'une certaine manière, mais en même temps, moi, je trouve pas ça trop gênant. Je travaille moi toujours à côté, mais toujours à côté aussi, ça me fait 2 journées en une. J'ai, Ouais, les triconotes à gérer et c'est vrai qu'il y a ouais. ce côté vraiment, continuité tout le temps où, comme tu Mhm. dis, on peut pas vraiment fermer l'ordinateur. C'est, Non, c'est ça. il y a toujours une sorte de connexion tout le temps, qui est là. Et puis il y a le côté, par exemple, des fois je me dis, parce que le plus gros de mon travail, c'est de sortir finalement des patrons que je sors sur Ravelry et sur mon site internet. Mmh. Euh, mais il y a aussi ce truc où je me dis, bon, ça va, là, j'ai assez de patrons à venir pour les prochaines semaines ou les prochains mois, je peux faire un break. Mais après, il y a aussi ce truc que le tricot, c'est comme c'est une passion. Ah, je vais penser à un autre truc.
Ah Et tiens, je vais bim, t'as essayer de le l'idée. faire et boum, j'ai l'idée et donc je commence à le tricoter et du coup des fois je me retrouve avec trop de patrons mais je me dis bon soit je les garde pour moi, soit j'ai une page Patreon donc souvent je présente ce que je tricote à mes abonnés sur Patreon et ils vont me dire bah si sors le patron. Bon bah d'accord, ok, je vais sortir le patron. Donc il y a ça aussi, il y a ce côté des fois je me dis bah ça va là j'ai mon planning de patron qui est prêt pour les 4-5 prochains mois, pas de stress, mais voilà l'idée va venir et puis je vais avoir envie de le tricoter comme ça et du coup ça rajoute un nouveau patron. Enfin voilà, c'est pour ça que ça s'arrête jamais, mais comme c'est une passion, c'est pas gênant. Après, quand, par exemple, les choses que j'arrive à mettre de côté, ça va être les réponses aux emails ou les choses comme ça. Ça, c'est plus facile de mettre ça de côté pour les vacances, on va dire. Alors justement, c'est super intéressant que tu parles de ça. Je vais enclencher de suite sur Ouais, le processus créatif parce que là, c'était un petit peu ce dont tu parlais. ouais. Euh, Toi, est-ce que tu en as un de processus créatif où vraiment c'est à l'idée? C'est souvent à l'idée. C'est souvent à l'idée. Je vais partir souvent d'une idée que j'ai en tête. Soit je vais être inspirée par quelque chose que je vais voir dans la rue ou par la nature, choses comme ça, si c'est par exemple du jacquard, ou par la mode aussi. J'aime beaucoup Mhm. la mode. Euh, donc, je vais être aussi inspirée par ce qui se fait dans la mode. Et puis, je vais me dire, tiens, comment je pourrais mettre ça, moi, pour avoir, par exemple, un pull ou un gilet ou même un châle qui me convienne, moi, dans ma vie de tous les jours, que j'ai envie de porter. Parce qu'en fait, tout ce que je tricote et tout ce que je crée, c'est avant tout quelque chose que moi, j'ai envie de porter et que je vais porter au quotidien. Ah, ouais, Euh, ça, on est d'accord, c'est important de faire du tricot qui est, comment dire, pas seulement joli, mais aussi qui est utilitaire dans le quotidien. Voilà, exactement. Et moi, j'aime les choses assez simples, avec un petit truc en plus qui va ajouter un petit côté féminin. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, je vais voir des patrons qui vont être très chargés, que ce soit au niveau jacquard ou au niveau torsade, par exemple. Mhm. Mais je sais que je ne vais pas du tout avoir envie de tricoter ça. Jacquard, si, à la limite, mais torsade, je ne vais pas avoir du plaisir à le tricoter parce que ça va me demander trop au niveau de l'esprit, ça va me demander trop de concentration. Et puis après, ça va être trop chargé pour ce que j'aime porter. Donc, du coup, je ne crée pas ce genre de choses. En fait, Mhm. l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de créer ce que moi, j'ai envie de porter. Et il se trouve que j'aime porter et créer des choses simples. Mais je crois que c'est ce que les gens aiment bien aussi dans mon travail. Donc voilà, donc je vais partir de ça et puis souvent ensuite je vais chercher la laine qui correspond à mon idée. Ça Mhm. m'arrive de m'inspirer de la laine, mais c'est rare, généralement c'est plutôt l'inverse. Je vais avoir une idée en tête et je vais me dire ok, qu'est-ce que Il je peux faut que la prendre laine comme laine. corresponde. Ouais, c'est ça. Ça va plutôt être dans ce sens-là. Et c'est vrai que du coup, des fois, ça m'arrive d'être contactée par des marques de laine qui vont me dire bah, on voudrait travailler avec toi et par exemple mettre en avant telle laine. Mais je vais leur dire, bah, attends, je vous recontacte, je le note, et dès que j'ai une idée, je vous recontacte. Parce qu'en fait, si je reçois la laine avant, mais que j'ai pas d'idée, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, c'est sûr que je vais être bloquée au niveau de ma création, je vais pas y arriver en fait. Comme je vais Mhm. avoir la pression de trouver quelque chose pour cette laine que j'ai pas à la base en tête, l'idée elle va pas venir. Alors que si c'est l'inverse, s'ils me disent, bah voilà, nous on a telle laine qu'on voudrait mettre en avant, etc., je vais dire, ok, très bien, je prends le temps de réfléchir, sans pression. Et puis une fois que j'ai trouvé mon idée, je vous recontacte pour vous dire le type de laine, la couleur, et je m'y mets. Le sens inverse, ça, chez moi, ça fonctionne pas. C'est vrai qu'il y a ce côté vraiment aussi où la laine est importante et parfois la laine peut faire la réussite ou l'échec Ou l'échec du du projet. patron. Exactement. Donc, c'est un peu Euh, ça mon processus et que je fonctionne un petit peu pareil pour les patrons enfants hmm, parce que je fais aussi beaucoup de patrons enfants. J'aime beaucoup faire des duos, en fait, donc proposer le modèle Mère-fille. adulte, ouais, voilà, le modèle adulte en modèle enfant. Alors, j'en ai quand même, moi, je les modélise sur ma fille qui, voilà, vu que j'ai qu'une petite fille, puis là, j'attends une deuxième petite fille, donc il n'y aura pas de garçon. Mais après, il y a beaucoup de mes patrons qui sont quand même très mixtes Hmm. et qui conviennent bien aux garçons. Donc, j'ai la chance souvent d'avoir des testeuses qui ont des petits garçons et qui vont accepter que je mette les photos sur Ravelry pour que les gens voient que le patron, il marche autant pour une fille que pour un garçon. Mais j'aime bien faire ces duos mère-enfant. C'est quelque chose qui me plaît bien. Et souvent, ça m'est demandé de façon
Est-ce que tu feras la version enfant de tel pull ou la version adulte? Donc j'essaye quand je peux de travailler sur les 2 versions et je pense à la même chose pour l'enfant. Dans quoi l'enfant va être à l'aise, choses comme ça. Mmh. OK. Quand tu crées, d'ailleurs, petite question, quand tu crées, est-ce que ça t'arrive de demander à ta fille: «Est-ce que tu aimerais un pull qui soit comme ça, comme ça, comme ça?» Pas trop. Non, c'est vrai, pas trop. Non, souvent je vais créer quelque chose mais là, en plus, elle est dans sa période où, elle veut plus que je tricote pour elle. Ah. Avant, elle aimait bien ça et là, d'un coup, là, depuis quelques semaines, elle ne veut plus. En fait, elle est devenue obsédée par le violet et du coup, elle ne veut plus que des trucs violets et moi, le violet, c'est pas du tout ma couleur. Je tricote beaucoup de neutres, beaucoup de roses, mais le violet, pas du tout et en fait, l'autre jour, je lui ai fait un petit pull d'été blanc qui sera un futur patron et je pensais que blanc, crème et tout, ça serait vraiment bien et en fait, elle m'a dit: «Non, je veux pas le mettre maman» et donc je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit: «Bah, parce qu'il est pas violet». Ah bon, d'accord. Donc voilà et c'est vrai que pareil, j'ai tricoté beaucoup pour le bébé dernièrement et donc quand elle me demandait: «C'est pour qui? C'est pour moi?» Je disais: «Non, là, c'est pour le bébé mais le prochain, ça sera pour toi». «Non, non maman, c'est bon, j'ai déjà un pull là, ça me suffit». Bon, d'accord. Donc, je vais peut-être me mettre à lui demander ce qu'elle veut, en fait, parce que peut-être que ça la motivera un petit peu plus. Mais là, elle est un peu en rébellion du tricot, je crois. Ça arrive, mais bon, c'est des cycles, hein, souvent, donc C'est ça. Mais ça va revenir. elle commence tout juste vraiment depuis quelques semaines, quelques mois à dire ce qu'elle veut mettre ou pas dans ses vêtements. Avant, elle n'avait pas vraiment elle n'avait pas vraiment d'idée. Enfin, voilà, je lui disais, tiens, tu veux quel pull? Elle s'en fichait un petit peu. Oui, c'est Là, depuis quelques semaines, maman, est-ce que je peux mettre telle robe? Est-ce que je peux mettre tel pull? Là, elle commence vraiment à avoir des idées précises. Donc, je vais l'inclure un peu plus. oui, c'est vrai, après tu m'as dit qu'elle avait 4-5 ans, c'est ça? 4 Mmh. ans, ouais, elle aura Donc 4 ans et demi là en c'était mai. un peu jeune avant, C'est donc ça, voilà, exactement. Je dirais que c'est depuis Noël que vraiment elle commence à avoir un avis sur les vêtements qu'elle veut ou pas mettre. non, mais j'aime bien cette idée, en fait, si tu arrives à le faire avec elle, l'idée de co-création, justement, mère-fille, des duos, Ouais. c'est je sais pas, c'est peut-être un truc à creuser, Ben mais oui, je oui, pense que clairement. Ouais, ouais, maintenant qu'elle commence à avoir vraiment un avis, oui, oui. Avant, c'est ça, elle s'en fichait un petit peu. Je lui demandais: «Est-ce que tu trouves ça joli?» «Oh oui, maman, c'est beau». Tout ce que je oui. faisais était beau, de toute façon. Là, c'est l'inverse. Là, elle est capable de me dire si ça lui plaît pas. Donc je vais pouvoir travailler ça un petit peu avec elle. C'est chouette. Justement, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton univers parce que je le trouve, Ouais, assez intéressant. Comme tu disais, je trouve en fait qu'il est extrêmement féminin, très végétal. On voit beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs. Je pense au gilet dents de lion ouais, qui est très, 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 très connu sur ton Ravelry, que ce ouais, qui soit est mon pour premier femmes en fait. ou pour enfants. Mmh. Et justement, du coup, tous tes patrons, tu disais c'était nature et cetera. Tu as d'autres inspirations? Je dirais que c'est la plus grande inspiration que j'ai. Après, par exemple, pour les jacquards, j'aime beaucoup m'inspirer, des pays nordiques. Mmh. Je voilà, c'est des pays qui m'inspirent énormément, que ce soit la Scandinavie en général ou l'Islande. Donc je vais souvent me tourner vers ce genre de motifs. Je suis pas très géométrique, par exemple. Souvent, des Mmh. fois, on va avoir des jacquards très géométriques avec des triangles. Enfin là, j'ai un patron où j'ai des triangles, mais vraiment, je veux dire, Des des losanges, ouais, des voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est pas du tout mon style à moi. C'est très joli, mais c'est pas ce qui me parle. Par contre, oui, les pulls, par exemple, typiques islandais ou norvégiens, ça, c'est vraiment des motifs qui vont énormément me parler. Donc je vais m'inspirer, voilà, de la nature, mais aussi beaucoup de ces paysages, plutôt en hiver, sous la mmh. neige, et cetera. Je ne sais pas si ça vient aussi du fait que j'ai vécu plusieurs années au Canada et donc la neige, pour moi, c'est quelque chose que j'aime énormément et j'aime beaucoup l'hiver, mais l'hiver enneigé, pas l'hiver pluvieux à l'anglaise. Donc du coup, voilà, ces beaux paysages avec ces montagnes, etc., c'est quelque chose qui m'inspire énormément et j'aime bien me plonger là-dedans aussi quand je choisis, surtout dans le cas de jacquard, par exemple. Ouais, je comprends tout à fait. Surtout, comme tu le dis, il y a je trouve que les paysages islandais, en plus, sont
rempli de couleurs qui sont extrêmement inspirantes. Exactement, ouais. Lorsque je suis partie, j'ai été assez fascinée par les mélanges de palettes. Oui. Il y a les Jokul Salron, par exemple, le Mhm. glacier, ça m'a Ouais. vraiment fasciné, toutes ces nuances de bleu qu'il y avait, c'était assez incroyable. Et je trouve que c'est intéressant la façon dont tu as pris les couleurs des tricots, parce que même dans les... J'ai vu passer les photos forcément de ton livre, Ouais. Le Jacquard en rond. J'en ai pas un exemplaire chez moi, mais j'ai vu passer les photos. Ouais. Et je me souviens notamment d'un pull rouge bordeaux que tu portes, je crois, devant une sorte de chalet ou un refuge. Ouais. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, le rouge est en effet une couleur que j'ai vue en Islande Ouais. et qui m'a assez fascinée parce qu'en fait, c'était présent notamment sur les plaines du Landalanomar, où il Oui. y avait ces grands lacs bleus avec cette terre rouge qui tombait. Et j'ai vraiment vu en fait les couleurs de l'Islande et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Je suis vraiment contente qu'elle ait mis ces couleurs-là Ouais. parce que c'est pas juste du blanc, du bleu, enfin des neige, ciel, etc. Donc, C'est ça. Ben, en fait, ça a été très réfléchi quand j'ai créé mon livre. Au début, c'était pas du tout prévu qu'on aille faire les photos en Islande parce qu'on n'avait pas de voyage en Islande de prévu à ce moment-là. On avait prévu de faire les photos en Angleterre, dans la campagne anglaise. Et puis, on a réservé ce voyage en Islande donc en mars l'année dernière, il y a exactement un an. On l'a réservé, je sais plus, en octobre l'année d'avant, je pense. mm, Donc, ça fait octobre 2018 pour mars 2019. Et en fait, comme je devais rendre mes photos chez Erol, donc pour mon livre Tricoter le jacquard en rond le 31 mars 2019 et qu'on partait début mars en Islande, j'ai dit à mon conjoint, bah attends, mais en fait, il faut qu'on fasse les photos là-bas, c'est trop bête, on va pas aller faire les photos en Angleterre alors que je vais parler du jacquard et que pour moi, ce qui m'inspire avant tout, c'est le jacquard islandais et donc ça serait tellement chouette de pouvoir offrir des photos dans ces beaux paysages avec des pulls pas du tout ils sont pas du tout traditionnels islandais, hein, c'est pas du tout ce que mm. j'ai essayé de faire. De toute façon, je serais pas capable. Je suis pas islandaise. Je connais pas suffisamment la culture, même si je m'intéresse beaucoup. Je dirais jamais que mes patrons sont des Lopapessa, etc. Ils sont inspirés de ces types de motifs. Mais je lui disais, il faudrait vraiment qu'on prenne les photos là-bas. Donc, il était très content. Ok, super, je te suis là-dedans. Parce qu'il m'a beaucoup aidé, évidemment, pour les photos. Toutes les photos où moi, je porte les pulls et où je suis en photo, c'est lui qui les a prises. Et donc, du coup, j'ai commencé vraiment toute une recherche avec des mood boards au niveau des paysages qu'on allait voir selon notre planning de voyage, Mhm. selon la saison, donc au mois de mars, qui est encore une saison d'hiver, qui n'est plus le plein hiver comme janvier, février, mais voilà, il y a encore beaucoup de neige, etc. Et puis sur les idées que j'avais des pulls, et donc j'ai choisi un peu mes couleurs en fonction, en me disant, bah, tel pull, idéalement, il pourrait être pris en photo dans tel endroit et peut-être que la couleur, ça rappellerait. Enfin voilà, ça a été toute une réflexion, en fait. Ça n'a pas été choisi au hasard, quoi, D'accord. quand j'ai En, fait tout ça. Ouais. en fait, je pensais que tu étais déjà allé en Islande, ça t'avait Non. marqué et que du coup, tu avais fait les couleurs en fonction. En fait, ça s'est fait Oui. post-voyage et Ouais. après, ça s'est bien accordé. Oui, en fait, l'Islande, c'est un pays que je rêvais de visiter depuis que j'avais genre 18 ans, ou 17-18 ans. Ça a vraiment été. J'ai découvert l'Islande, entre guillemets, enfin, je connaissais Mm. le pays, mais j'ai découvert l'Islande en découvrant la musique de Sigur Rós, qui est un groupe de musique islandaise et qui est un de mes groupes de musique préférés. Et en fait, j'ai beaucoup suivi en photo, etc., ce qu'ils faisaient au niveau musique en Islande. Ils avaient sorti un DVD sur toute une tournée en Islande dans des petits villages en plein milieu de la nature, au milieu de nulle part. Et alors, ça a été la révélation. Je sais ça, je crois que j'avais 18 ans. Et j'avais voulu y aller et j'étais censée y aller en 2000, l'année du volcan. C'était Ah, quand ça? 2010? ouais, je crois que c'était dans les années 2010-2011, oui. Ouais, 2010, je crois. Donc, ça devait Avec être l'explosion de Eyjafjallajökull. voilà, donc j'étais censée y aller à ce moment-là et il y a eu l'explosion du volcan, donc le voyage a été annulé et je m'étais dit il faudra que je retourne. Et puis après, bon, bah, la vie a fait que j'ai pas pu, on est parti au Canada, etc. C'était compliqué, puis c'est très cher, hein, l'Islande, donc il nous Mm. fallait un budget.
Et là, ça a été un petit peu le moment ou jamais. Et on s'est dit, allez, là, on y va, etc. Notre fille était suffisamment grande pour l'emmener. Et voilà. Et ça s'est fait, en fait, comme ça. Du coup, je me suis dit, ah, mais attends, on va faire les photos. Ah, mais attends, je vais regarder les paysages. Enfin, voilà, j'avais jamais été, mais je connaissais déjà un petit peu les endroits que je voulais voir. Pardon. Et donc, ça s'est fait. Ensuite, on a fait les photos pendant le voyage, comme on a pu avec la météo, etc. Parce que forcément, tout Que n'a pas l'on sait toutes fonctionné. les deux très capricieuses. Voilà, tout n'a pas fonctionné, mais j'étais quand même globalement très contente du rendu, de ce qu'on avait réussi à faire tous les deux, parce que voilà, on n'est pas photographe professionnel, même si pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, on n'est pas professionnel. Mais j'avais vraiment demandé à Erol de m'occuper moi-même de toutes les photos du livre, que ce soit tutoriel ou les photos d'ambiance, parce que je voulais que ce livre il me ressemble à 100%. Donc il fallait que ça soit moi qui le fasse. Et puis après, voilà, on est rentré, on a étudié les photos, etc. Et en fait, on a eu tellement un coup de cœur pour ce pays. Je m'y attendais, mais là, c'était vraiment énorme, qu'on a décidé de retourner. Donc on est retourné en octobre 2019. À nouveau. Donc, du coup, dans une autre saison, c'était très intéressant de voir les différences de couleurs dans les différents endroits. On a refait certains endroits qu'on avait déjà fait. Et donc, on les avait vus en mars sous la neige et en octobre sans neige. Et donc, c'était très chouette de pouvoir comparer les deux. Et donc là, j'ai refait des photos, mais pour juste des patrons qui allaient sortir cet hiver. Et puis voilà. Ok. Et maintenant, on aimerait bien retourner une troisième fois, mais bon, on attendra. On ne va pas non plus. Voilà. 2 fois en un an, c'était déjà une chance énorme. Mais je comprends vraiment le coup de cœur que tu as eu sur ce pays parce que lorsque j'y suis allée, moi j'y suis allée en 2013 Ouais. et je crois que c'est ça, non, je dis des bêtises, 2016. Et, euh, et je me souviens que j'ai vraiment eu un méga coup de cœur aussi. Gros coup de cœur sur la culture, gros coup de cœur sur les personnes que j'avais pu rencontrer Ouais. et gros coup de cœur ouais, sur les gens aussi. Oui, c'est Et ça, même ouais, vraiment. les refuges, toute l'ambiance en fait qui est complètement différente, vraiment, et ce côté vraiment confrontation face aux éléments. Voilà, ouais, exactement. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la nature, le silence, les animaux, etc. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé là-bas. Et j'avais un petit peu peur au début parce qu'on m'avait dit, il y a pas mal de gens qui m'avaient dit, ah ouais, mais aujourd'hui, tu sais, avec le tourisme, avec l'ouverture des lignes depuis l'Amérique du Nord, etc. Et puis l'Asie, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme. C'est vraiment plus comme c'était il y a 10 ans. Enfin voilà, il y avait plein Mm. de gens qui m'avaient dit ces trucs-là. Et effectivement, oui, c'est sûr que si tu vas voir les cascades les plus connues dans le sud de l'Islande, oui, bah, il y aura du monde, hein, ça c'est évident. Forcément. Mais franchement, ça reste l'Islande où tu es capable, surtout dans le nord, quand on a fait le nord, c'est vraiment là qu'on s'en est rendu compte, tu es capable de faire je ne sais pas combien de kilomètres sans voir une voiture. Enfin, Oui, c'est vrai, il y a clairement ce côté, tu roules, tu roules, tu roules et tu vois personne, voilà, t'as c'est pas ça. un chat. Donc oui, forcément, les endroits à voir sont plus touristiques, surtout dans le sud. Dans le Mm, nord, c'est quand même beaucoup moins. Mais ça reste un pays où c'est la nature avant tout. mm. Et donc voilà. Et donc quand tu as déjà visité d'autres endroits comme les États-Unis, etc., bah non, enfin, je trouve que c'est pas. C'est sûrement plus touristique qu'il y a 10 ans, mais c'est clairement accessible et il y a moyen quand même d'avoir des moments calmes. Voilà, de relaxation au milieu de la nature sans les touristes autour, c'est plus que faisable. Mm. Donc j'ai été contente. Un endroit, dont je me souviens, je ne sais pas si tu es allé la voir, si tu l'as traversée en tout cas, c'est la vallée de Thorvaldur, juste à côté justement du volcan Eyjafjallajökull. Ouais, Et lorsque je suis allée, en fait, je me souviens, j'étais avec le guide et des histoires comme ça en Islande, voilà, moi, ça a rythmé mon voyage. ouais, Alors, moi, j'y suis allée, c'était novembre, donc on était au début d'hiver. ouais, Et on avait une grande rivière, en fait, qui traversait la vallée de Thorvaldur parce que il avait beaucoup plu les derniers jours. d'accord. Et en fait, on se retrouve face à pas un ruisseau, mais j'allais dire un torrent plutôt, voilà. Un Ouais, torrent d'eau de glacier qui nous barrait la route et on devait aller plus loin pour se rendre au refuge. Et en fait, le guide qui, du coup, conduisait la voiture,
Je lui dis, bah, on fait quoi? On est bloqué. Il me dit, bah, non, 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 il n'y a pas de problème. Et il commence à s'enfoncer dans l'eau et on s'enfonce dans l'eau petit à petit avec donc forcément le 4x4, etc. Ouais. Je vois l'eau qui monte, qui commence à arriver au capot, tout ça. J'ai dit, non, mais ça va aller là parce que quand même, on arrive à l'eau au capot. Donc, je sens les pneus qui glissent doucement sur les cailloux. Ça commence à crisser comme ça. J'ai, oh, punaise. Et finalement, on arrive à passer et il me dit, ah, c'était un peu juste quand même. Donc, Ah bah d'accord. Bah, c'est vrai que nous, on a été un petit peu limité par certains trucs du fait qu'on allait déjà les 2 fois, on était en automne-hiver. Et puis, en plus, on avait un enfant. Donc, ayant une petite fille de 3 ans et demi à ce moment-là, 4 ans, il y a des choses qu'on a été un petit peu limitées. On a été un peu limité, mais on a eu aussi notre lot, c'est-à-dire que la première fois en mars, le dernier jour, on a beaucoup hésité et on a décidé d'aller faire la randonnée dans la Reykjavik Hot Springs. Donc, c'est pas très loin de Reykjavik, c'est environ à 45 minutes. Et c'est une marche dans la montagne qui prend environ 1 heure. Et là, on arrive dans la Smoky Valley où il y a un hot springs, en fait, donc une rivière chaude dans laquelle on peut se poser et c'est vraiment au milieu de la nature. Et on a beaucoup hésité, on s'est dit est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait pas. Le temps était correct, on s'est dit ok, allez, on se lance, donc on y va, la fille sur le dos, etc. Et puis en fait, une fois qu'on est arrivé à la moitié, je dirais, le temps s'est vraiment, vraiment gâté. Il y a commencé à avoir une tempête, de la neige, de la pluie. La neige sur la montagne devenait ce qu'on appelle au Québec de la slush. Donc vraiment cette espèce de neige très molle dans laquelle on glisse. Enfin, c'était une catastrophe. On s'est dit, bon, bah, on a déjà fait, mettons, les 3/4 de la rando, on y va, on va jusqu'au bout. Donc là, on va jusqu'au bout. Entre-temps, on perd le doudou de ma fille, donc la catastrophe. Bon, on a fini par le retrouver. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a pris et qui l'a amené à la rivière chaude. Bon sang, c'était vraiment très sympa de sa part. Et puis, on a eu la chance de le retrouver. Et puis, arrivé là, il s'est mis à pleuvoir comme je sais pas quoi. Donc, ma fille ne voulait absolument pas aller dans l'eau chaude, même si on aurait été mieux, en fait, que d'être sous la pluie. Mais bon, bref. Donc, on s'est dit, on fait demi-tour. Et alors là, le retour, c'était l'horreur, l'horreur. Et le nombre de fois où j'ai dit à mon conjoint sur le chemin, mais qu'est-ce qu'il nous a pris? Mais qu'est-ce qu'il nous a pris? Mais pourquoi on a fait ça? Déjà sans enfant, mais avec un enfant, mais quelle idée! Et donc, on descendait. Puis, arrivé en bas, il y a des gens qui commençaient à monter avec des enfants du même âge. Et on leur a dit, mais n'y allez pas, là, c'est la catastrophe. Et on est allé se mettre dans la voiture. Vous trempez comme des soupes, je suppose, voilà. en plus. Ouais, ils ont voulu y aller quand même. On a dit, bon, bah, allez-y. Et puis, en fait, on a mis plus d'1 heure à se sécher dans la voiture, enfin, c'était catastrophique. Mais voilà, mais en même temps, ma fille en parle encore. À ce moment-là, elle pleurait, elle hurlait, je suis mouillée, etc. Et puis aujourd'hui, elle en parle encore en rigolant, en disant, oh, tu te rappelles maman sur la montagne? Donc voilà, donc c'est les joies de l'Islande, en fait, et je pense, plein d'autres pays dans ce style-là. Mais au moins, ça fait des souvenirs. Ça fait des chouettes souvenirs. Donc, oui, ça fait des souvenirs inoubliables pour le c'est coup. ça. Et c'est vrai que il y a ce côté vraiment, comme je te disais, en fait, où je trouve il y a vraiment la confrontation aux éléments. Tu as le corps qui est battu par les vents, la brume des chutes d'eau, tu as l'eau à moitié gelée qui arrive sur le visage, tu as l'impression que ça te transperce le visage. Mais en fait, justement, j'en parle dans une des histoires d'un patron, c'est Svana. J'en parle et je dis, en fait, ça peut faire peur à ce moment-là quand tu es en plein milieu de la tempête, vraiment, ou dans le noir plongé, ça m'est arrivé. Je regarde le coucher de soleil et je suis en train de profiter de mon coucher de soleil. Et en fait, la lumière tombe tellement vite que je me fais avoir et je suis plongée dans le noir je sais plus, même pas 1 kilomètre du refuge, mais bon, quand même, sans lumière parce qu'on est en plein milieu de la nature, donc il n'y a plus rien. Donc, éclairée à la lampe torche du portable pour rentrer, etc. Oui. Donc, tout ça, en fait, je trouvais que c'était en fait une leçon de la nature à chaque fois. Et en fait, ça nous permettait de ne pas craindre justement cette nature qui nous entourait et de plus être fasciné par les voies en fait qui nous entouraient. Donc quand je dis les voies, c'est le vent, la pluie, etc. Et c'était en fait, je trouvais, tu me diras ce que tu en as passé, mais moi, pour moi, l'Islande, ça a été vraiment un voyage d'humilité,
Oui, face à face avec la nature, oui, avec une leçon sur notre condition d'humain, nos actes et sur l'impact que l'on a. Parce que, en effet, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des endroits, vraiment, j'appelle ça des clusters, des endroits vraiment très précis où il y a beaucoup de monde. oui. Mais je trouve quand même, il y a des moments où moi j'étais choquée, par exemple, de l'attitude de certains touristes qui se mettaient sur le bas-côté, roulaient sur la mousse, Ah oui. qui est, Oh, ouais, voilà, ouais. c'est un écosystème qui est extrêmement lent, donc du coup, Mhm. la mousse, elle met longtemps à Des repousser. années à Elle repousser, met ouais. des années à repousser. Oui, c'est en années, hein, c'est pas, Mm. quand je dis Non, longtemps, non. c'est pas en mois, hein, c'est en Ouais, années. ouais, ouais, c'est ça. Même dans le sable, il y en a qui respectent pas les pistes. C'est pas pour rien que j'ai pris un guide. C'est pas pour m'amuser. Non, non, c'est C'est ça. parce que ils savent où est-ce qu'il faut aller, ils savent où est-ce qu'il ne faut pas aller. Et vraiment, pour moi, c'est des choses qui me choquaient. De voir parfois ce paysage abîmé pour une photo Instagram, Oh, pour, ouais. pour une centaine de likes, vraiment, parfois, ça me dégoûtait. Et je trouvais, en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait on voyait pas justement cette leçon de la nature. Pourquoi il y a des gens qui voyaient pas cette leçon? Mhm. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que nous, ça a été ça. Après, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on a eu cette chance de pas trop voir de gens, comment dire, qui ne respectaient pas. Je sais qu'il y en a, mais on n'a pas vu trop ça. Je trouvais que les gens. Après, on n'a pas vu beaucoup de monde non plus, hein, dû aux périodes dans lesquelles on Hivernale, était. par Ouais, exemple, oui. voilà, on est parti. Donc les gens étaient plus ou moins de tout ce qu'on a vu assez respectueux, etc. quand on en croisait. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, cette cette Rekia d'allure là, qui restera vraiment un souvenir assez genré, un peu jaune, parce que sur le moment c'était vraiment pas drôle. Mais en fait, ça m'a inspiré, par exemple, un pull que j'ai sorti ensuite, que j'ai tricoté l'été dernier, quoi, en Mhm. 2019, qui est le Steam Valley, qui est un pull en jacquard avec un yoke en jacquard. Mhm. Que j'ai tricoté en laitlopi. Et en fait, j'avais acheté la laitlopi pendant mon voyage au mois de mars. Ouais. Et puis, ce jour à la Rekia d'Allure, qui était notre dernier jour en plus, donc comment bien finir le voyage sur une note bien positive, j'aurais tellement aimé avoir ce pull, parce que si j'avais eu ce pull, j'aurais eu bien plus chaud, et j'aurais été sûrement un peu moins mouillée, parce que comme c'est quand même relativement waterproof, je l'ai vu dans mes chaussettes. J'avais des chaussettes en laine islandaise et mes chaussures étaient trempées, mais mes pieds étaient secs parce que mes Ah, chaussettes très vraiment efficace la laine absorbaient. islandaise, hein, Ah vraiment. ouais, ouais, vraiment. Et donc, je m'étais dit, si seulement je m'étais fait un pull avant le voyage avec la Letlopi, j'aurais été bien contente ce jour-là. Et donc, du coup, quand je suis rentrée, ça a été ma motivation, surtout qu'on a décidé d'y retourner en octobre peu de temps après. En fait, on a dû réserver on est rentré donc au mois de mars, on a dû réserver en mai pour octobre. Et Mhm. donc, je me suis dit, là, le prochain voyage, je me fais ce pull et je le prends avec moi. Donc, j'ai travaillé sur le design, je l'ai créé durant l'été. Et puis en octobre, quand on est parti début octobre, je l'ai pris avec moi et je ne l'ai pas quitté de la semaine. J'avais aussi fait une version enfant pour ma fille qui ne m'a pas quitté de la semaine non plus. On a eu bien chaud, du coup on a fait toutes les photos du patron là-bas. Et ça a été ma revanche un petit peu. Je me suis dit, si je me retrouve à nouveau contre la nature comme ça, eh ben, j'aurais mon pull en laine islandaise et j'aurais bien chaud. Et voilà. Donc des fois, voilà, il y a des choses qui se créent grâce à des situations un petit peu extrêmes comme ça. Et c'est ça qu'il faut en retirer. C'est le positif qu'il faut en retirer, je trouve. Ça, on est bien d'accord, hein. Voilà. Euh, je vais aller, du coup, je vais continuer comment dire, à te poser des questions, notamment sur, du Oui, coup, je t'en prie. forcément, la pièce que tu préfères créer. Je m'en doute un petit peu, mais j'attends de voir quand même si j'ai confirmation. Pull ou gilet, ça c'est sûr. Voilà. J'ai pas vraiment de préférence entre un pull ou un gilet. Je dirais peut-être un peu plus un pull parce que du coup ça se fait en rond et qu'il n'y a pas de renvers, mais ouais, j'ai pas tant de préférence que ça entre un pull et un gilet, mais Mm. clairement ce genre de vêtements plutôt que j'ai fait quelques châles, mais c'est pas ce que je préfère faire. Après j'ai aussi fait quelques bonnets, mais pareil c'est pas forcément ce que je préfère faire, mais ouais on va dire un pull, c'est ce que je Pull préfère. gilet, ouais. Ouais, vraiment.
Là, je vais aller un peu plus sur ton podcast parce qu'on Oui, n'en a pas beaucoup parlé. non, Qu'est-ce qui t'a... Le podcast, c'est vraiment un exercice. C'est un exercice ouais, vocal. C'est un exercice de présence devant la caméra et mhm, c'est un ouais. exercice de confiance en soi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Internet? À partir de quel moment tu t'es dit, là, c'est bon, je me lance, je vais enregistrer mon podcast et le mettre sur Internet? Et ben, en fait, entre guillemets, je me rappelle même plus vraiment. J'ai donc lancé mon blog en 2013, qui était d'abord juste un blog couture, parce que j'étais tombée sur, à l'époque, je crois que c'était le tout premier blog que j'avais trouvé, c'était un blog de couture de Julie Jolie Bobine. Et Mhm. ça m'avait motivée. En fait, j'étais avec un ami ce jour-là qui m'avait dit oh, tu devrais toi aussi partager la couture que tu fais, etc. Donc, j'avais lancé le blog comme ça. Et puis après, quand je me suis lancée dans le tricot, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient via podcast, justement, Mhm. parce que il y avait tout un processus où le tricot, c'est quand même beaucoup plus long, donc c'est sympa d'en parler un petit peu au début. Après, j'en suis là. Alors que j'accroche pas trop avec les podcasts couture parce que au final, il n'y a pas vraiment enfin, chez moi, il n'y a pas de en cours. C'est-à-dire que quand je commence un projet, généralement, 2 jours après, je l'ai fini maximum. Mhm. Sauf si c'est un gros manteau qui va prendre plusieurs semaines. Du coup, j'accroche jamais trop avec les parties couture en fait des podcasts. Par contre, la partie tricot, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je me suis mise à en regarder. Et puis, je ne sais plus, honnêtement, je ne me rappelle plus trop. Je me suis dit, oh, je pourrais peut-être essayer de voir si je peux. Parce que mes copines qui étaient donc à Montréal, elles avaient tout un podcast aussi. Et je crois que du coup, ça m'a motivée. Je me suis dit, les moments où on n'est pas ensemble, on peut regarder des vidéos de chacune, etc. Et je vais essayer, je vais voir ce que ça donne et je vais voir si ça me plaît. Et puis finalement, ouais, j'ai continué. Mhm. Mais je me rappelle pas vraiment d'une motivation autre que juste le partage en fait. Voilà, j'avais envie aussi de partager un petit peu avec la communauté francophone hors Canada parce qu'il y avait beaucoup de tricoteuses en France, en Belgique, en Suisse. Et j'avais envie de partager aussi avec cette communauté-là en fait que j'avais pas l'occasion de voir étant vivant à Montréal en fait. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, c'était vraiment, à Montréal que tu as commencé, le podcast. Ouais, c'est là que j'ai Heu, commencé le tricot, le blog, le podcast, c'est là que j'ai tout commencé, puis j'ai continué après en rentrant en Europe. OK. Alors justement, à propos de en fait, par ce biais, du podcast, j'aime bien dire qu'on transmet un peu le virus du tricot. Ouais, C'est, parce qu'il y a des personnes que ça inspire, à qui ça donne envie de commencer et cetera. ouais. Est-ce que tu as transmis, toi, le virus du tricot à quelqu'un déjà, tu penses? Alors je l'ai transmis entre guillemets à ma maman, même si elle tricotait déjà parce que c'est elle qui m'a appris à la base à tricoter. Mais en fait, elle a eu pareil des périodes où elle a tricoté quand on était petite, etc. Puis après, elle a complètement arrêté. Et en fait, là, ça fait 1 an et demi qu'elle a repris le tricot en rond. Donc là, je lui ai appris comment tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. Et elle ne tricote que mes patrons, c'est parce qu'elle sait que je suis là pour l'aider aux besoins, etc. Puis visiblement, elle aime bien ce que je fais, donc tant mieux. Et en fait, depuis qu'elle a commencé, donc en novembre, il y a 1 an et demi, elle n'arrête plus. Elle n'arrête plus. Elle a toujours un patron sur ses aiguilles, que ce soit pour elle ou là, elle en a fait plusieurs pour notre bébé. Donc voilà, donc ma mère, vraiment, entre guillemets, si je peux dire, transmettre le virus, parce que là, on voit que elle n'arrête plus, quoi. Dès qu'elle en finit un, elle en recommence un autre. Qu'est-ce que je peux prendre comme laine et voilà. Alors qu'avant, c'était vraiment par épisode de temps en temps. Et puis ma sœur s'y est mise aussi. Alors, je pourrais pas dire que je lui ai quand même transmis le virus parce qu'elle n'est pas en mode addict comme ma mère et moi. Mais elle en est déjà à son troisième, donc je suis très fière d'elle parce Ah, ça qu'elle va venir. voilà, à la base, elle est pas, elle dit qu'elle n'est pas du tout manuelle, qu'elle n'est pas, voilà, dans les loisirs créatifs et tout, que c'est pas vraiment son truc. Et puis finalement, elle a fait mon pull Suzy, qui est un pull raglan vraiment très simple que j'ai créé plus pour les débutants à la base. Elle l'a fait comme premier et elle a super bien tricoté de façon très régulière, pas de trou, rien du tout. Enfin, j'ai été vraiment impressionnée.
Et donc Je là, c'est loin de l'écharpe, de débutante, quand on commence avec comme tu dis, avec les petits trous au début. exactement. Ouais, vraiment, même avec ma mère, on était vraiment impressionnés de voir, comme elle faisait ça bien et là, du coup, pareil, elle a dû commencer, je crois, en même temps que ma mère, donc il y a 1 an et demi et elle en est à son 3e. Mais parce que Mmh. voilà, elle travaille beaucoup et qu'elle a pas forcément, elle est maman aussi de 2 filles, donc elle a moins le temps que ma maman qui est à la retraite, par exemple. Mmh. Mais voilà, donc 2 personnes quand même et puis là, ma tatie s'y est mise aussi. Le fait de voir ma maman, tricoter, elle s'y est mise aussi, donc voilà, toute la famille finalement. Donc en fait, toute la famille va s'y mettre bientôt. Exactement, donc c'est chouette et puis après, bah, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, de gens qui me suivent, qui me disaient qu'en fait, pas mal de filles qui me suivaient pour la couture et qui, à force de me voir tricoter, ont eu envie de se lancer dans le tricot. Ah oui, Hem forcément. Voilà et ça, j'en ai eu beaucoup et c'est vrai que malheureusement, je manque de temps pour faire le podcast. J'aimerais bien pouvoir, refaire autant d'épisodes que je faisais avant, mais j'arrive pas à tout gérer, en fait, toute seule. Et je mets, plutôt l'accent sur ma page Patreon où j'ai, bah, voilà, des gens qui me suivent pour connaître le processus créatif derrière mon Mmh. travail. Mais dès que je peux faire un podcast sur YouTube, je le fais parce que je sais que voilà, c'est aussi un moyen de transmettre notre passion, de transmettre des choses que nous, on a appris, qui nous paraissent aujourd'hui complètement banales. Et puis en fait, pour quelqu'un qui débute, C'est de l'or, c'est... en fait. Voilà, moi je me rappelle très bien être à la maison tricotée et de voir toute cette laine fingering et de dire à mes copines, mais enfin, tu fais quoi avec cette laine aussi fine là? Qu'est-ce que Enfin, j'étais perdue, je connaissais rien aux différentes qualités de laine, aux différentes grosseurs de fil. Enfin, j'ai dû tout apprendre aussi en fait. Mmh. Donc, si je peux transmettre quelque chose aux gens, bah, ouais, c'est vraiment ça. Et c'est aussi ça que j'ai essayé de faire dans mon livre, par exemple, c'était essayer de transmettre ce que moi j'avais appris, la passion que j'avais derrière les choses et essayer de rendre ça plus simple si jamais les gens voulaient se lancer parce que voilà, c'est bien quand on a un peu d'aide quand même et qu'on n'est pas tout seul derrière notre envie d'apprendre à tricoter ou à coudre. Mmh. Donc voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette idée j de transmission, mais pas que des techniques. Il y Non, c'est a il y ça. a Ouais. il y a une transmission plus complète qui se fait, je trouve et Mhm. qui est super importante, qui en fait, c'est un package, en fait. Je pense, Ouais. il y a pas juste ce côté, tiens, par exemple, comment on fait du jersey? Ben voilà, on fait comme ça le jersey et c'est tout. Non, Mhm. non et je pense qu'il y a vraiment, bien plus que, Ouais. de la simple transmission de technique. Ouais, c'est ça, il y a des explications derrière, et cetera. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi dans mes patrons. J'essaye de les rendre vraiment le plus accessible aux débutants possible, en mettant toujours, tu vois, des liens vers des vidéos. Si j'ai pas eu le temps de faire les tutoriels moi-même, bah, je mets les tutoriels de d'autres personnes sur YouTube, voilà, en essayant d'expliquer le plus possible sans non plus tomber dans le gros blabla. Mmh. Parce qu'après, ça peut en perdre certains, mais d'essayer de rendre ça le plus accessible possible parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu besoin de ça et donc j'ai envie que les gens qui se lancent puissent le faire en confiance et puis accrocher tout de suite avec ce beau loisir créatif sans avoir trop de difficultés en fait. Oui, comme tu le dis, c'est vrai que je pense que c'est important de transmettre ça et je le vois, par exemple, là, avec la formation, Mon pull à la carte que j'ai sortie récemment. Ouais. Il y a des tricoteuses qui, ça y est, commencent déjà à tricoter leur premier pull Mhm. et quand je vois que ça y est, je suis trop à fond dedans, j'adore trop, merci et cetera. Franchement, je trouve que c'est la plus belle des récompenses. Ouais, ah vraiment, ah bah, ça c'est sûr. Moi, je reçois souvent des emails de gens qui me disent, «Je viens de finir de tricoter», donc souvent le Suzy qui est le premier que les gens tricotent ou là, bah, beaucoup j'ai sorti un pull à Noël, le 13 KO qui est un pull gratuit, Mmh. un pull raglan un peu crop assez simple, gratuit que je voulais, voilà, offrir à la communauté pour, les remercier de me suivre depuis, donc 2 ans et demi, dans le design et puis aussi pour rendre accessible pour les débutants vraiment qui voudraient se lancer mais qui n'oseraient pas acheter un patron payant à 6 livres comme ça, comme premier. Parce que on me demande souvent par quoi est-ce que je devrais commencer.
Et c'est vrai qu'en couture, c'était la même question. Mmh. Et C'est vrai qu'elle moi, revient souvent cette question. ouais, moi, je réponds, si tu as envie de faire un accessoire, et c'est pareil en couture, par exemple, d'une petite trousse ou quelque chose comme ça. Si c'est ça que tu as envie de faire pour apprendre, fais-le. Maintenant, si tu as envie de faire un pull, eh ben, fais un pull. Moi, j'ai appris à tricoter en faisant mon tout premier pull. Comme je disais, je savais faire la maille endroit, la maille envers, mais honnêtement, il a fallu que je regarde à nouveau des tutoriels parce que j'étais plus trop sûre, même si je l'avais déjà fait sur des écharpes. Mais je vais jamais conseiller à quelqu'un de commencer par une écharpe, sauf si vraiment il en a envie. Je vais lui dire, lance-toi dans un petit pull, par exemple, un petit Mmh. pull enfant. Si dans ton entourage, il y a quelqu'un qui va avoir un bébé ou si tu as un enfant, etc. Parce qu'à la limite, un pull enfant, c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc, et puis, ça demande moins de laine aussi. Donc, au début, on a besoin d'acheter moins. Moi, j'ai commencé avec 2 pulls bébés et ensuite, j'ai fait un pull adulte. Ouais. Qui était le Bloomsbury, qui est un pull, je ne saurais plus la designer, elle vient des pays de l'Est, je crois, mais je ne me rappelle plus exactement de son nom, qui est un pull tout en dentelle. Et c'était mon challenge, c'était, OK, j'ai fait 2 pulls bébés, après mon accouchement, je veux me faire ce pull, et c'était pas simple, hein, parce qu'il est tout en dentelle. Mais voilà, moi, je suis du genre fonceuse et je me suis donné les moyens. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai demandé de l'aide autour de moi. Après, c'est pas pour ça qu'il faut se lancer dans un pull en dentelle dès le début, hein. Voilà, un pull en jersey, c'est très bien. Mais ça permet d'apprendre le montage de mailles, les augmentations, les diminutions. Enfin voilà, on voit quand même plusieurs techniques. Et ça, enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est motivant. Plus qu'une écharpe où on va tricoter du jersey pendant des kilomètres et des kilomètres. Je suis C'est d'accord, bien. c'est vraiment ce côté, je dois, enfin, comment dire? C'est ce que je recommande également, c'est fais quelque chose que tu as vraiment envie de faire, Envie de faire, c'est ça. qui te C'est donne ça. envie qui te motive parce que ça sera le meilleur des carburants pour t'aider à terminer, cette Le pièce, en fait. projet, c'est ça. Et évidemment, alors après, c'est vrai que quand on débute totalement, c'est bien de faire quelques essais de maille endroit, maille envers, mais ça peut se faire aussi sur l'échantillon, par exemple. Moi, je sais que Mmh. c'est comme ça que ma sœur, elle s'est entraînée. De toute façon, il fallait qu'elle fasse son échantillon, donc elle s'est entraînée sur son échantillon comme ça un petit moment, et puis après, elle s'est lancée dans le pull. Et voilà, ça n'a pas été tout rose, il a fallu aider, etc. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Donc moi, je dis toujours, faut démarrer avec ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire une écharpe, un col, un snood, un bonnet, il n'y a pas de problème. Mais si ce que vous voulez vraiment, c'est avoir un pull, eh ben, on se lance et puis on se donne les moyens pour réussir et puis on prend confiance. Enfin, ou du moins, on essaye. Voilà. Alors, justement, on parle beaucoup projet. Est-ce qu'il y a un projet que tu aimes tricoter encore et encore et encore, autre que pull et gilet, ou est-ce que c'est vraiment cette pièce-là que que tu aimes tricoter encore et encore? Non, c'est vraiment cette pièce-là. C'est les pulls et les gilets. C'est ce que je préfère. C'est là où je suis le plus inspirée. Mmh. Et c'est vraiment ce que je préfère. Alors après, j'ai beaucoup aimé aussi tricoter quelques châles. J'en ai 2 dans ma boutique, un en fingering et un en Aran. Mmh. Et je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fingering, ça fait quand il fait un peu plus doux. Mais le Aran, je l'ai porté tout l'hiver. Et j'ai beaucoup aimé ça. Mais ça reste que moi, ce que je préfère, c'est le jersey comme point. Le jersey, c'est le jersey en rond, c'est vraiment ce que je préfère. Les Et du rivières de coup, Jersey. ah ouais, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, bah, ça marche mieux dans un pull ou un gilet qu'un châle tout en jersey. C'est pas. Ouais, puis Je en plus préfère ça quand il y a roulotte, voilà, je préfère c'est quand pas il y a de fou. la dentelle ou quoi dessus. Donc ouais, je dirais encore une fois pull ou gilet. Non, mais je comprends tout à fait. Il y a des pièces comme ça sur lesquelles on reste et qu'on aime, beaucoup, beaucoup tricoter. Une pièce Ouais. que je te vois pas par contre souvent tricoter, c'est les chaussettes. Non, alors je n'accroche pas du tout. Non, c'est vrai, j'ai essayé. J'ai dû tricoter 2 paires de chaussettes, de designer quoi et puis après autres, je veux dire voilà, à partir de patrons et Mmh. puis après moi j'ai créé une paire de chaussettes, dans ma collection RL qui est une collection avec un petit point, étoile qui se disperse. J'avais créé le pull adulte, j'avais créé le pull enfant, j'avais créé le bonnet, le châle et ma communauté Patreon avec laquelle
j'échange beaucoup et qui me donne souvent des idées, m'avait dit ça serait bien si tu pouvais faire des chaussettes, etc. Donc je m'étais dit allez, je me donne ce challenge de faire des chaussettes. Donc je l'ai fait et j'ai apprécié le processus. Mais je ne sais pas pourquoi je n'accroche pas du tout. J'ai plusieurs laines à chaussettes, de très belles laines à chaussettes que j'avais achetées. Certaines, j'avais achetées à Montréal avant de rentrer en Europe, les laines biscottes, etc. Des laines Oui. autorayantes. Voilà, les laines autorayantes dans des très belles couleurs pour faire juste des bas vanille tout simple. Et en fait, elles sont dans mon placard et vraiment, je ne sais pas si c'est parce que c'est en aiguille vraiment petite, parce que je crois que je les tricotais moi plutôt en 2,25 par rapport à mon échantillon, ou si c'est parce que c'est trop petit. Je préfère tricoter des bonnets ou des mitaines, par exemple, ou des moufles. Ouais. Les chaussettes, c'est vraiment pas je ne suis pas du tout une tricoteuse de chaussettes. J'aime beaucoup les D'accord. porter, par contre. Donc quand j'étais en Islande la première fois, j'avais acheté une paire de chaussettes dans un des magasins en laine islandaise. Là, je m'étais dit tiens, super, pour le voyage ça va être top. Donc je les avais portées toute la semaine. J'aime beaucoup les porter, je les porte à la maison comme chaussons un peu. Mais tricoter, non, c'est pas, voilà, je sais pas pourquoi. À tricoter, c'est pas la pièce que tu accroches. Non, C'est comme vraiment, ça, j'accroche hein. pas du tout. Il y a des pièces comme ça que Ouais, l'on c'est n'aime ça. pas trop faire, ça Voilà. arrive. Moi, pour le coup, la pièce que je suis pas fanat, c'est vraiment le bonnet. J'ai eu ma période et là maintenant, Ouais, ça me fatigue un peu. Mais ouais, je trouve que c'est trop petit. Enfin, pour le coup, les chaussettes, ouais, pour c'est le coup, ça. je Ouais. m'éclate plus, mais le bonnet, je trouve Le ça bonnet, bon. pas trop. Voilà. Moi, j'aime bien faire des bonnets. Le seul problème, c'est qu'il fait pas assez froid Ouais, là c'est où pour ça en j'habite. fait. Et du coup, je les mets quasiment pas. Enfin, je vais les mettre un petit peu en plein hiver. Mais j'en ai quand même beaucoup des bonnets et je les mets pas autant que ce que j'aimerais parce qu'en fait, C'est pour ça en fait, je pense. il fait pas C'est froid. comme il fait Ouais, c'est des ça. hivers, enfin, ça fait quelque temps qu'on n'a pas je trouve, de vrais hivers bien froids où vraiment on se caille. Ouais, Enfin, surtout ici dans le sud de la France, oui, j'ai pas d'intérêt à porter de bonnet parce qu'en fait, enfin, voilà, non, c'est bon, il fait bon, il fait un peu froid aux oreilles, mais juste assez frais pour que ça soit supportable. oui, Donc, c'est ça. comme je vois pas l'intérêt et comme j'aime pas trop tricoter et laisser la pièce de côté, bah, je pense que c'est pour Non, ça ça aussi sert que à rien. j'ai plus d'attrait pour cette pièce-là. D'accord, je comprends. Je comprends bien. Allez, je vais pas te retenir plus longtemps, mais j'ai encore 2 petites questions pour toi. Oui, non, il y a Donc pas de problème. les petites questions de fin que j'aime bien poser. Oui. C'est, est-ce que tu as une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Une petite astuce. Ouh, je ne m'attendais pas à celle-là. Je réfléchis. Oh, excuse-moi, ma fille vient d'arriver. Il y a pas de souci. Je sais pas, je la laisse là-bas. Une petite astuce. Alors attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Alors quelque chose que j'ai appris à faire, qui m'est venu en fait avec le temps entre guillemets. C'est pas vraiment une grosse astuce, mais on me demande souvent comment faire pour déjà si j'alterne les écheveaux. Quand je tricote, on me demande souvent si j'alterne les écheveaux ou pas de teinturier indépendant Mmh. pour éviter les démarcations. Mmh. Donc, ça dépend. Si je vois que les écheveaux sont très similaires, je ne vais pas alterner. Si je vois qu'il y a beaucoup de variations, je vais alterner. Et en Mmh. fait, je me suis pendant longtemps posé la question de comment alterner les écheveaux pour que ça se voit le moins possible sur le côté. Oui. Et donc, ce que je fais, c'est que souvent sur le corps, je vais alterner tous les 2-3 rangs. Donc, je vais avoir un petit fil qui va monter, en fait, un peu comme des rayures sur le côté. Par contre, sur les manches, je vais alterner à tous les rangs. Je vais avoir Ah! 2 écheveaux, 2 cakes. Euh, et je vais alterner vraiment à tous les rangs. Et je trouve que, en tout cas, pour moi, c'est ce qui se voit le moins possible. Parce qu'avant, j'alternais aussi sur les manches tous les 2-3 rangs. Et je trouvais que ça faisait un fil qui tirait un petit peu sur le tricot. Et c'était assez visible, plus que sur le corps. Donc, je me suis mise de moi-même à alterner à tous les rangs. Et je trouve que ça se voit beaucoup moins. Et ça, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème de rayures ou de choses comme Ou ça. de Peut-être grosses démarcations, ou de grosses démarcations, peut-être dû à ça d'ailleurs. Donc je dirais que c'est une des astuces que
que je pourrais donner. C'est une bonne astuce, je trouve, parce que c'est vrai, on n'en parle pas souvent du fait que les échevaux teintent tes mains, voilà, c'est C'est pas ça. fait, c'est pas automatique et parfois il y a des dégradations de couleurs. Donc, c'est vrai, c'est un souci qui est au moins, voilà, c'est super intéressant, merci. Et enfin, pour terminer, j'aimerais que Oui. tu partages 3 livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais aux triconautes qui écoutent le Café Tricot. Est-ce que tu peux juste répéter la question parce que ça a coupé? Oui, pas de souci. Donc, est-ce que tu aurais 3 livres, podcasts ou blogs à nous recommander? Alors, 3 livres, podcasts ou blogs. Dans les podcasts, un podcast que j'aime bien regarder, il est en anglais. C'est le podcast de Fiber Tales, qui est une jeune femme qui vit au Danemark, qui est aussi maintenant créatrice de Patron. Et j'aime beaucoup son univers. Elle vit à la campagne, au milieu de la nature. Et j'aime beaucoup ce qu'elle partage en fait dans ses vidéos. C'est toujours très calme, très doux. Donc je dirais que je prends beaucoup de plaisir à regarder son podcast, donc celui de Fiber Tales. Et puis après, au niveau des livres, pour les personnes qui aiment justement le jacquard, moi j'aime beaucoup les livres de Alice Tarmos, qui fait beaucoup de livres sur le Fair Isle, donc sur vraiment le jacquard des îles Shetland, etc. Et il y a beaucoup de livres où elle montre des grilles de jacquard en fait. Donc si on a envie de créer ses propres jacquards, il y a de très belles choses dans ces livres-là. Et puis après, je réfléchis si je dis un autre livre ou si je dis un blog. Je vais dire quand même un autre livre, comme on a parlé beaucoup de l'Islande. L'autre livre que je pourrais recommander pour quelqu'un qui veut apprendre un peu plus sur le tricot islandais, c'est un livre que j'ai acheté en Islande. Alors, je pourrais te donner le nom écrit de l'auteur parce que je n'oserais pas le prononcer. Mais c'est un petit livre. Hein. C'est un livre qui fait une 50aine de pages parce qu'en fait, c'est une traduction d'un gros livre islandais. Et en anglais, ça s'appelle Icelandic Loppy Sweater, Origin, History and Design. Et donc, c'est toute une explication sur l'origine des pulls, des lopapessa et de la laine lopi, etc. Et c'est un livre que j'ai acheté en fait dans une boutique à Reykjavik. Et il y a de très belles photos de vieilles pubs, pour des pulls lopi qui datent des années 60-70. Et c'est vraiment très sympa. Donc, comme on a parlé beaucoup de jacquard et d'Islande, ça peut être une bonne recommandation. Merci beaucoup. Ah oui, je vois le nom qui est un petit peu compliqué à prononcer en effet. Donc, Voilà. je le mettrai, pour le coup, je le mettrai, Ouais. voilà, pour le coup, je le mettrai dans la description parce que celui-là, il va être trop compliqué à prononcer et on va forcément l'écorcher. Voilà, c'est ça. Mais je le mettrai dans la description, j'y penserai. Donc voilà, je dirais que c'est à peu près ça. Après, j'en ai sûrement d'autres, mais c'est les 2 livres que j'aime beaucoup. Et puis après, le podcast que j'aime beaucoup regarder, que j'attends avec impatience quand il sort, c'est celui de Fiber Tales. Donc voilà. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Anna, vraiment. Ça m'a fait plaisir avec de parler avec toi. Merci beaucoup de m'avoir proposé. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir discuter de tout ça ensemble. Donc, merci beaucoup. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu as aimé le concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me le signaler par un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si tu as envie de voir passer une personne en particulier dans le café tricot, n'hésite pas à la proposer. À bientôt!